Bienvenue à tous pour ce débat commun-commune. L'alternative passera-t-elle par les villes? Comme vous le savez, l'échelon communal reste l'échelon préféré des Français. Dans un océan de défiance envers leurs représentants, c'est encore le conseil municipal qui s'en sort le mieux, puisqu'il y a un Français sur 2 qui lui fait confiance, quand c'est plutôt un Français sur 4 ou un Français sur 5, quand il s'agit de l'Assemblée nationale ou du gouvernement. Pourtant, la commune, héritée de la Révolution française, est aujourd'hui mise à mal par la transformation des échelons territoriaux. On pense notamment à la métropolisation et la mise en place des intercommunalités. L'autre danger qui menace les communes, c'est aussi l'asphyxie financière, puisque les politiques d'austérité menées par l'État, qui se défaussent bien souvent sur elles, pour réaliser de plus en plus de missions, ce qui réduit d'autant plus ses marges de manœuvre. Ça, c'est le phénomène indirect, ce n'est pas la baisse des dotations de façon directe. Donc cette asphyxie est un moyen assez efficace pour étendre le domaine du marché et faire reculer sans cesse les services publics au niveau local. Donc le marché n'est pas le moindre des ennemis du progrès social, y compris à l'échelon communal. Donc dans cette situation, des élus se battent pour préserver des politiques originales sur leur territoire et des militants prônent également le développement de luttes locales pour changer la société. C'est le cas notamment du mouvement autour du municipalisme. Donc l'alternative peut-elle venir des villes? Comme il est écrit dans l'intitulé du débat, comment desserrer l'étau financier pour répondre aux enjeux sociaux et écologiques? Quelle politique locale pour changer la vie? Toutes ces questions sont un peu l'arrière-plan des prochaines élections municipales qui auront lieu dans 6 mois et font partie des questions que nous allons aborder aujourd'hui avec nos invités, qui sont à ma droite Magali Fricaudet, qui est coprésidente de l'Association internationale des techniciens, experts et chercheurs. Merci d'être là. Philippe Bouissou, qui est maire d'Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, maire PCF d'Ivry-sur-Seine, et Yann Brossat, adjoint PCF également au maire de Paris, en charge du logement. Alors, je vais peut-être commencer tout de suite avec Yann, puisqu'on connaît ton engagement pour le logement pour tous, le volontarisme avec lequel tu es arrivé à ce poste-là en 2014 pour développer le logement social et pour permettre à tous les Parisiens de se loger. Or, on a appris la semaine dernière que le prix du mètre carré à Paris avait dépassé les 10 000 €. Donc, qu'est-ce que ce fait là, d'après toi, illustre les difficultés que tu rencontres? Est-ce que les élus locaux servent encore à quelque chose, Yann Brossat? D'abord, c'est une excellente question. Je me la suis moi-même posée. Il est certain que si on résume la politique du logement à Paris à ce chiffre de 10 000 € du mètre carré, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un certain nombre d'interrogations à avoir. Je dirais les choses de la manière suivante. Bien sûr que lorsqu'on est élu en charge du logement dans une ville comme Paris et qu'on est confronté à l'issue d'un mandat en charge du logement à ce prix-là, on se dit qu'on n'a pas tout réussi. Et j'ai envie au fond de répondre en 2 temps. D'abord, le constat que je fais moi, c'est que en même temps que les prix ont augmenté, on a par exemple produit 40 000 logements sociaux supplémentaires. Et je sais trop ce que serait la situation d'une ville comme Paris si nous n'avions pas un nombre de logements sociaux qui a énormément augmenté au cours des dernières années. On le dit trop peu, mais dans une ville comme Paris, 1 habitant sur 4 vit en logement social. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui 550 000 Parisiens qui bénéficient d'un logement social et qui, parce qu'ils bénéficient d'un logement social, sont protégés de la spéculation immobilière. Et ça, pour le coup, c'est le résultat d'une politique municipale. C'est le résultat de 20 ans au cours desquels Paris a tenté de rattraper son retard en matière de logement social sans atteindre les chiffres qu'on a dans un certain nombre de villes comme Ivry, mais en permettant quand même de passer en l'espace de 20 ans de 13% de logements sociaux à 22%, comme c'est le cas actuellement dans la capitale. Ça, c'est le travail que nous avons mené, et c'est un travail qui a bien sûr nécessité du volontarisme et des moyens budgétaires, puisque nous consacrons au logement social 500 millions € par an.
soit 3 milliards au cours de la mandature qui va s'achever l'an prochain. Ça, c'est le premier élément de la réponse. Et il faut quand même savoir que s'il n'y avait pas de logement social dans une ville comme Paris, il n'y aurait plus de classe moyenne et de familles modestes dans la capitale. Il n'y aurait plus d'infirmières, il n'y aurait plus de policiers, il n'y aurait plus d'enseignants, il n'y aurait plus d'assistantes maternelles. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Le taux de logements sociaux à Paris correspond exactement au taux d'ouvriers et d'employés. C'est-à-dire que nous avons autour de 22% de logements sociaux et nous avons 22% d'ouvriers et d'employés dans la capitale. Simplement, deuxième élément de la réponse, ce qui est terriblement frustrant pour un élu local, c'est qu'en matière de logement, nos marges de manœuvre pour agir sur le secteur privé sont extrêmement réduites. Vous vous rendez compte quand même qu'un élu de n'importe quelle ville n'a pas la possibilité de réquisitionner des bâtiments vides, puisque le droit de réquisition aujourd'hui relève du préfet. Et lorsque je demande, liste à l'appui, au préfet de réquisitionner un certain nombre d'immeubles vides depuis parfois 10 ans, 20 ans, 30 ans, le préfet me répond « Je ne réquisitionne que si le propriétaire est d'accord ». Ce qui signifie, pour être clair, qu'il ne réquisitionne jamais, sauf quand la ville de Paris lui confie un certain nombre de biens municipaux. Mais donc ça nous pose une question, qui est la question de savoir si nos villes ne devraient pas se voir conférer des compétences nouvelles. Et moi je considère, et je pense que nous sommes un certain nombre à plaider en ce sens, que dans un certain nombre de domaines, les maires devraient se voir confier des responsabilités supplémentaires qui aujourd'hui sont des responsabilités de l'État. Nous devrions pouvoir avoir le droit de réquisitionner les bâtiments vides. Les élus devraient avoir le droit, comme les élus de Berlin d'ailleurs, de limiter les résidences secondaires qui pullulent. À Paris, nous en sommes à 100 000 résidences secondaires sur un peu plus d'1 million de logements, c'est-à-dire des logements qui sont occupés 2 à 3 semaines par an, alors même qu'on attend de gens qui galèrent pour trouver un logement. Pourquoi est-ce qu'une ville comme Paris, à l'image de ce que fait Berlin, n'aurait pas la possibilité de dire « nous ne voulons plus d'achat de résidences secondaires à Paris par des investisseurs étrangers qui ne sont là que quelques semaines par an ». Donc, on a besoin, je crois, d'un nouvel acte de décentralisation qui permette aux maires, aux élus, aux plus proches des habitants, de prendre un certain nombre de décisions qui correspondent aux intérêts du plus grand nombre. C'est une des propositions que je mets dans le débat et on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Oui. Peut-être avant d'en venir aux solutions, qui évidemment ne manqueront pas de fuser dans le débat, c'est aussi l'objet, peut-être qu'on peut demander à Philippe Bouissou son expérience en la matière pour qu'on cerne bien les problèmes auxquels vous êtes confrontés, puisque vous êtes une mairie populaire, une municipalité populaire aux portes de Paris qui, elle aussi, est confrontée à un prix de l'immobilier, donc le marché qui aussi impacte les politiques municipales. Jusque-là, on résiste pas mal, mais ça nous coûte de l'argent parce que l'aménagement d'une ville, la réponse en matière de besoin de logement, forcément, on ne peut pas le décréter tout seul. Yann l'a dit, il y a les autorisations de l'État. Un maire, aujourd'hui, dans sa commune, ne peut pas décider du nombre de logements sociaux dans une opération, de l'équilibre avec l'accession à la propriété. On est soumis à des règles qui se décident en dehors de nous. Et surtout, on est soumis à la présence des capitaux privés sur un territoire. On ne peut pas totalement, d'ailleurs, dans le regard de la population, c'est assez souvent difficile à comprendre. Et nous, jusque-là, on résiste avec un levier, obliger les promoteurs à sortir des prix corrects sur notre territoire et surtout en mettant de l'argent public, de l'argent de la commune dans l'équilibre des opérations d'aménagement pour répondre au financement des équipements publics. Et pour le moment, la moyenne du prix du mètre carré sur Ivry est à 4 500 €. Quand on voit que c'est à 10 000 à Paris, il suffit de passer le périphérique, on est totalement limitrophe au 13e arrondissement, donc dans une partie de la capitale où on voit bien que les prix flambent, et on arrive à résister comme ça. Et sur l'enjeu du logement, il est essentiel. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, si on ne résiste pas, si on ne se bat pas pour continuer à produire du logement social et à répondre aux besoins de la population, d'ailleurs, c'est à l'œuvre aujourd'hui. Tu as évoqué tout à l'heure dans ton introduction
la perspective des élections municipales dans quelque temps. Pour ce qui est des villes de première couronne, il va y avoir une opération terrible de La République En Marche qui voudrait faire de nos territoires aujourd'hui le lieu où la spéculation immobilière à Paris pousse les classes moyennes, dont Yann parlait aujourd'hui, qui ont de plus en plus de difficultés à se loger dans la capitale, et que du coup les catégories les plus modestes, qui peuvent encore vivre à portée de métro, qui peuvent encore avoir accès à des transports en commun, même s'il faut continuer la bataille pour les développer toujours plus, mais qui peuvent se rendre à leur travail de manière, je dirais, assez facilitée, et bien de les repousser encore un petit peu plus loin dans les fins fonds de la métropole parisienne. Et le fait de garder, j'aime pas trop le terme d'ailleurs, une véritable mixité sociale, parce que mixité, certains l'emploient pour dire on va prendre des catégories moyennes et on va diluer les modestes, les plus pauvres, les plus populaires, et on fait de la mixité comme ça, alors que je pense que les catégories populaires aujourd'hui, les salariés dont on parle, parfois les gens qui vivent avec les minima sociaux et le RSA, eux aussi peuvent produire de la mixité sociale. Et on a dans nos villes des parcours de jeunes qui atteignent des niveaux d'excellence et qui eux-mêmes nourrissent cette mixité. Donc le maintien des catégories populaires, on va les appeler comme ça, dans les villes de première couronne, c'est un enjeu fondamental. Et en ce moment, la bataille, elle est terrible là-dessus, et elle va l'être encore plus à l'occasion des élections municipales. Et on a un véritable enjeu. Et puis j'aimerais dire deux mots, mais peut-être pas tout de suite, sur la reconfiguration qui s'opère avec les nouvelles lois, la loi MAPTAM, la loi Allure, la loi Elan, et qui font que nos offices publics de l'habitat, qui sont des outils structurants de l'habitat social, vont devoir se regrouper à l'échelle des territoires, et qu'on va créer des monstres vraiment aux mains d'Action Logement, d'ailleurs la plupart du temps, qui va pouvoir diriger les choses à sa guise. Et nous, ce qu'on a décidé sous forme de résistance, on l'a soumis à nos locataires, on l'a soumis au personnel de notre office, c'est de se transformer en coopérative, en SCIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, pour pouvoir garder à l'échelle de la ville une vraie autonomie structurante sur la stratégie du logement social. Et c'est une forme de résistance aux dispositifs de loi qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Et il y a derrière ça un enjeu très fort. Merci Philippe. Alors Magali Fricaudet, l'ETEC a publié un rapport qui s'appelait « Collectivité locale, reprendre la main, c'est possible » il y a quelques semaines, avant l'été. Si vous avez fait ce rapport, c'est parce que vous constatez également qu'au niveau local, la pression du libéralisme ambiant est forte et qu'il faut en sortir aujourd'hui. Ça marche ? Ouais, c'est bon, ça marche. Oui, effectivement. Moi, je voudrais revenir aussi sur cette question du logement parce qu'à mon avis, elle est fondamentale dans la repolitisation citoyenne. On a aujourd'hui un processus d'urbanisation et de financiarisation massive du logement au niveau global et qui, dans les dynamiques espagnoles de reprise du pouvoir au niveau local, a été absolument fédérateur. Aujourd'hui, le logement représente 60% des transactions commerciales au niveau mondial. Le marché immobilier représente 163 trillions de dollars par an, c'est-à-dire 2 fois le PIB du monde. Ces marchés globaux, cette financiarisation, a des répercussions extrêmement concrètes sur la vie dans la ville, sur la vie des gens, sur le droit à être dans la ville. Ça s'est traduit en Espagne par la crise des subprimes et entre 2008 et 2014, 500 000 familles se sont retrouvées expulsées de leur logement. Ça se traduit par des logements vides, par des opérations spéculatives, par des pactes ambigus entre le marché, les promoteurs et parfois les collectivités qui n'ont pas d'autre remède que d'être dans une négociation avec des conditions finalement pas très équitables. Et cette question du logement, c'est la question du droit au logement, celle du droit à la ville, elle a été à l'origine, en Espagne, de l'organisation de plateformes citoyennes qui ensuite convergé dans les places en 2011 et qui ont repris des municipalités, une soixantaine en 2014, autour de cette question centrale du droit à habiter la ville.
Et donc je pense qu'aujourd'hui, puisque c'est un peu la phase ultime du capitalisme, cette économie de la rente immobilière, cette économie que David Harvey, le géographe américain marxiste, appelle l'économie de l'accumulation par dépossession, c'est constitutif de nos villes et il y a un enjeu absolument fondamental à reprendre la ville, à reprendre le droit à la ville. Alors aujourd'hui à l'ETEC, dans le rapport, on n'a pas tellement mis en lumière des expériences dans le logement, bien qu'il y en a un certain nombre et que l'association travaille beaucoup sur l'expertise citoyenne sur le droit à la ville et au logement, en appui des mouvements sociaux. Mais on a beaucoup analysé les alternatives locales pour relocaliser l'économie. Il y a 106 mouvements, 106 remunicipalisations qui ont été faites dans les dernières années. Ça concerne le domaine des transports, le domaine de l'eau, ça concerne par exemple Toulouse, Forbach, sont des villes qui ont remis le transport en régie, qui ont ainsi pu maîtriser la mobilité dans le cadre de politiques publiques globales. La remunicipalisation de l'eau, effectivement il y a eu le cas de Paris, mais il y en a un certain nombre. La remunicipalisation des déchets, et parfois ça coûte cher aux collectivités. Par exemple, l'intercommunalité du Briançon, qui a remunicipalisé l'eau, ça lui a valu d'être attaqué par Suez, qui lui a demandé 1 million d'euros d'indemnisation. La ville de Grenoble a dû payer 12 millions d'euros parce qu'elle a rompu son contrat avec la Lyonnaise des Eaux et qu'elle a remunicipalisé l'eau. Donc c'est une mainmise absolue des multinationales sur des choses qui concernent nos vies, nos besoins essentiels et nos droits. Et je crois que la question du municipalisme, c'est celle-ci, c'est de remettre les droits au cœur de la ville et du projet politique. Et il y a plein d'expériences comme ça dans le rapport que vous pouvez trouver en ligne, qui s'appelle « Collectivité locale, reprendre la main, c'est possible ». Et voilà, et je pense qu'effectivement, il existe à travers aussi en poussant à l'extrême les marchés publics, en faisant jouer d'autres formes comme l'allotissement ou enfin il y a beaucoup de techniques. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans des discours juridiques. Mais on peut pousser aussi à travers la commande publique, à travers de nouvelles formes de prise de participation dans des sociétés coopératives où les collectivités peuvent prendre jusqu'à 50%, à travers des sociétés d'économie mixte où là encore les pouvoirs publics peuvent, aux côtés d'une gouvernance citoyenne, gérer les biens communs. On peut aujourd'hui générer une relocalisation de l'économie et il faut absolument qu'on ait ce courage politique-là. C'est un des enjeux forts des municipales. Alors justement, Yann Brossat, les outils pour reprendre la main sur un certain nombre de secteurs, quels peuvent être les outils pour faire reculer le marché et regagner du pouvoir municipal? Il y a eu remunicipalisation de l'eau à Paris. Quels autres outils peut-on utiliser? D'abord, reprendre la main, je dirais que ça passe par deux choses. D'abord, effectivement, notamment dans nos grandes métropoles, nous sommes confrontés à des puissances financières qui s'accaparent une bonne partie de nos villes. Et donc le premier outil dont nous disposons, c'est la remunicipalisation d'un certain nombre de services publics. C'est la raison pour laquelle, par exemple, à Paris, l'un des combats identifiants menés par les élus communistes, ça a été la remunicipalisation de la distribution de l'eau. L'eau qui a longtemps été distribuée par des grands opérateurs bien connus et nous avons souhaité les retirer aux griffes du privé, avec au fond l'idée que l'eau est un bien fondamental et qu'après tout, l'eau mérite bien d'être un service public. Et donc, nous avons cherché à conquérir un nouveau service public. Et c'est vrai que dans un contexte où on se bat beaucoup pour préserver les services publics existants, ça n'était pas une mince bataille que d'obtenir qu'on crée un nouveau service public, qu'on conquiert un service public supplémentaire. Nous sommes d'ailleurs en train de nous battre un peu de la même manière dans mon arrondissement, le 18e, pour faire en sorte que les cantines soient remunicipalisées, puisqu'en l'occurrence, elles sont gérées par un grand groupe privé, ce qui suscite d'ailleurs une grande insatisfaction des enfants comme de leurs parents. Donc la première des choses, c'est
la conquête de nouveaux services publics. Mais la deuxième, et c'est peut-être un élément nouveau auquel nous sommes de plus en plus confrontés, c'est que le développement de grosses entreprises américaines qui relèvent de l'économie ubérisée, je pense à Uber, je pense à Airbnb, je pense à ces trottinettes qu'on a vues fleurir à Paris. C'est quand même une question énorme qui se pose à nous. On a affaire à des entreprises extrêmement puissantes qui transforment profondément nos villes. Regardez le développement d'Amazon et les conséquences que cela a sur le petit commerce. Regardez le développement de ces trottinettes qui ont complètement pourri l'espace public dans une ville comme la mienne. Regardez le développement d'Airbnb avec les conséquences extrêmement néfastes que cela a sur l'accès au logement, notamment dans les quartiers les plus touristiques d'une ville comme Paris. C'est quand même une question énorme. Ces entreprises, en l'espace de quelques années, sans demander l'autorisation à aucune autorité municipale, elles transforment totalement des quartiers entiers de nos métropoles. Et face à ça, on a des pouvoirs publics qui sont extrêmement impuissants. Et donc là, on a une question redoutable. Comment on fait en sorte que nos collectivités locales retrouvent du pouvoir face à ces boîtes et soient en capacité au moins de réguler le développement de ces entreprises? Quand on a été confronté au développement d'Airbnb à Paris, on n'avait aucun outil législatif pour remédier à ça. Il a fallu qu'on mendie auprès de l'État pour obtenir le vote d'une loi qui limite le développement de ces plateformes. Et maintenant, il faut se battre pour que l'État fasse en sorte que ces plateformes respectent les règles. Mais c'est sans fin. Parce que ces boîtes, elles se développent très rapidement. Et en face de ça, nous, on perd un temps considérable à convaincre l'État, en l'occurrence, de la nécessité de les réguler. Donc là, on a, à mon avis, une question majeure qui est une question de souveraineté pour nos territoires. Faire en sorte que, au fond, les habitants soient maîtres chez eux et puissent, face à ces boîtes, faire respecter un certain nombre de règles d'intérêt général. Mais à mon avis, c'est une grande question des années qui viennent. Alors, justement, Magali Fricaudet, vous évoquiez tout à l'heure le municipalisme, mais là, est-ce qu'on ne touche pas du doigt une des contradictions? Comment reprendre le pouvoir à partir du local quand on est confronté à des multinationales comme ça, qui ont un pouvoir immense, et même une ville comme Paris a du mal à s'en sortir? Donc est-ce que l'échelon municipal peut se suffire à lui-même pour changer les choses en profondeur? Municipal peut certainement pas suffire, mais il est un axe stratégique, un axe d'alliance avec les citoyens, un axe de contre-pouvoir vis-à-vis de d'autres niveaux de décision. Et c'est un axe stratégique parce qu'il part aussi de l'analyse concrète des besoins quotidiens et de la démocratie qu'on appelle la démocratie du face-à-face. On n'a pas de positionnement populiste au niveau local quand on a réellement une démocratie du face-à-face et qu'on met en face les uns des autres les habitants et les différents intérêts qu'ils portent. Donc, je pense que l'échelon municipal, c'est l'échelon de la reconquête du pouvoir. Évidemment, il va falloir se battre et, comme dit bien Yann, défendre de nouveaux services publics. Et ça se construit aussi dans des nouvelles formes aussi de gestion des biens communs, avec la participation citoyenne de façon plus systématique. Parce que le tout public a parfois eu aussi un certain nombre de travers et a pu alimenter des rentes de situation. Aujourd'hui, on a besoin de transparence, on a quand même besoin de contrôle citoyen, on a besoin de participation dans ces entreprises publiques des usagers. Donc je pense qu'effectivement le logement, et c'est un des domaines les plus caractéristiques, où l'échelon local ne suffit pas. Mais on peut déjà impulser tellement de choses. On peut recenser les logements vacants. On peut quand même avoir une maîtrise du foncier. En France, il nous reste quelques outils d'urbanisme. On peut construire du logement social, évidemment, promouvoir les coopératives d'habitat, et pas les coopératives que pour les bobos, mais faire de ça un modèle de développement social pour aussi sortir le foncier de la spéculation immobilière. Il y a beaucoup de solutions qui existent. Et ce qui est important dans ces solutions locales, c'est aussi de bien rester connecté à l'échange de politiques publiques au niveau global. Le réseau des villes sans peur, qui s'est réuni en juin 2017 à Barcelone et qui a réuni 800 personnes,
a permis cet échange. Il y a un livre d'ailleurs qui va sortir au mois d'octobre en français. Il y a plein de plateformes. Il y a une plateforme pour demander un audit citoyen des dettes publiques des collectivités. Il y a énormément de plateformes. Il y a le réseau national des villes et territoires d'accueil sur la question des migrants. Le niveau local nécessite des alliances citoyennes, mais aussi de s'unir au niveau global pour faire face aux problèmes qui sont globaux et qui ont des répercussions très concrètes dans notre vie de tous les jours. Vous partagez, Philippe Bouissou, cet ancrage local comme base de la démocratie, finalement ? Absolument. Je crois qu'il y a deux boussoles qu'il faut qu'on construise dans la prochaine période. Celle que tu viens de dire à l'instant, c'est-à-dire celle du contrôle citoyen et de la démocratie. Et je crois que de ce point de vue-là, les villes sans peur, les élus sans peur, les élus un peu audacieux, qui ont des envies d'innovation, il faut qu'on y aille, et il faut qu'on y aille sur des enjeux aussi, je dirais, presque d'éducation populaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne perd pas son temps à expliquer aux habitants en permanence les mécanismes auxquels on est confronté. Et pas pour dire c'est pas de notre faute, on n'est pas responsable, c'est toujours la faute des autres, mais au contraire pour donner les clés. Et je crois, Yann le disait aussi, il y a un véritable enjeu de démocratie sur la manière dont il faut qu'on prenne les choses aujourd'hui. Et aller au-delà de la démocratie, c'est aller dans des logiques de cogestion et d'essayer de confisquer à notre tour, au fil du temps, le pouvoir à ceux qui, sur notre vie quotidienne, finalement, veulent faire de l'argent sur nos consommations, sur des biens fondamentaux. J'y reviendrai pas. L'eau, par exemple, qui est un bien commun de l'humanité, qui a été confisqué par des grandes multinationales depuis longtemps, et contre l'avis des maires, bien souvent, et surtout contre l'intérêt des populations. Si on prend, par exemple, l'histoire de notre pays, sur la capacité de développer du service public. Il y a quand même eu un temps, alors ça fait ancien combattant un petit peu de dire ça, mais où au sortir de la guerre, les communes ont créé des grands syndicats intercommunaux, qui existent toujours d'ailleurs. Je pense au CEDIF, je pense au CIPEREC, et je pourrais en citer plein d'autres. Et à cette époque-là, la volonté des communes, par-delà même les divergences politiques, c'était de répondre ensemble à des besoins fondamentaux de leur population. Et cette volonté-là, qui se construisait dans un contexte qui était autrement plus dur qu'aujourd'hui, en plus, du point de vue des technologies, du point de vue de plein de choses, elles se sont dévoyées. Par exemple, sur le CEDIF, aujourd'hui, qui est un syndicat intercommunal, c'est avant tout un outil de partenariat avec Veolia qui verse à ses actionnaires en permanence des dividendes énormes sur la consommation de nos concitoyens, sur ce bien fondamental. Et ça, il faut qu'on arrive à en sortir. Alors, c'est pas simple, parce qu'on est les bras liés. Nous, on a l'expérience en ce moment avec notre nouvel établissement public territorial. On va essayer de recréer une régie publique de distribution de l'eau, mais les accords qui ont été passés nous obligeront pendant encore 20 ou 30 ans à acheter notre eau à Veolia. Mais déjà, on va essayer de sortir du système en se disant on crée un truc. Et puis, il se passe des innovations formidables. Par exemple, je vais donner un exemple très concret à Ivry. En appui avec les maisons de quartier, avec une association, on a créé ce qu'on appelle l'étal citoyen. C'est-à-dire que des habitants des quartiers populaires, et il y a une rencontre d'ailleurs assez extraordinaire entre le côté bobo, le côté un peu de la population, et le côté très populaire de nos cités. Et on achète à un producteur bio en circuit court qui est dans le Nord-Pas-de-Calais, 10% de sa production, et tous les dimanches matins, dans une des maisons de quartier, il y a une vente de produits bio à prix coûtant, du producteur au consommateur, un peu ce qu'on fait avec les producteurs de légumes l'été avec le PCF, mais là on le fait toutes les semaines. On le fait toutes les semaines et avec un producteur. Et il m'a dit l'autre fois qu'il écoulait 10% de sa production sur Ivry, mais qu'il avait 50% de son chiffre d'affaires qui était lié à ces 10%. C'est-à-dire que le reste, il le vend à la grande distribution, donc ça lui rapporte moins. Et par contre, les gens achètent des produits bio à prix coûtant directement du producteur au consommateur. Alors je ne dis pas qu'on va réussir à nous tout seuls
à créer une alternative à la grande distribution, à Carrefour, à Leclerc, etc., etc. Mais en tout cas, là où on essaye, là où on tente des innovations et là où on essaye aussi de les faire connaître, de les diffuser, de donner des idées aux autres, et c'est sous le contrôle citoyen. C'est des habitants qui font vivre l'association, qui tiennent l'étal tous les dimanches matins, et petit à petit, des expériences comme celle-là, il faut qu'on les développe. Yann parlait de la restauration scolaire. Nous, on a depuis longtemps, avec d'autres communes, créé un syndicat intercommunal de production et de distribution des aliments. Alors, je ne dis pas que c'est rose tous les jours, parce que quand on fait les choses en liaison froide, et ben forcément, la qualité s'en ressent. L'idéal serait d'avoir des cuisines de production dans chacune des écoles. Sauf qu'aujourd'hui, si on décide d'investir là-dedans, il y a d'autres actions qu'on ne peut plus faire. Donc au moins, on a mis en commun avec plusieurs villes, on a un syndicat qui s'appelle le CIRESCO, et au moins, ce syndicat, c'est nous qui le dirigeons, et on a introduit un repas végétarien toutes les semaines, on introduit du bio régulier, tous les jours, on me souffle, tous les jours. Il y a tous les jours une alternative aux substances carnées dans les repas, etc. Et on peut faire des choses, et il y a des exemples qui existent, et je crois que ce qui nous manque, c'est de recenser tous ces exemples qui se font partout, et de se donner envie les uns aux autres de bouger. Mais on ne le fera pas tout seul. Il faut aussi qu'à un moment, au niveau de l'État et à des échelons territoriaux plus importants, ces logiques-là prédominent aussi. Et la question de l'alternative, on peut la nourrir, on peut l'alimenter par des idées, par des innovations, par des luttes aussi, parce qu'il faut qu'on emmène, et il faut quand même qu'on arrive à construire une sacrée alternative à l'échelle nationale pour essayer de s'en sortir. Et c'est vraiment ça qui nous manque aujourd'hui. Mais les communes peuvent être, je crois, vraiment un pôle d'exemplarité et de résistance qu'il faut qu'on continue à soutenir. Yann Brossat, peut-être dans le même ordre d'idée que dit Philippe Bouissou, là, est-ce que les communes peuvent sortir peut-être de leur rôle? Là, on voit quelque chose avec ce qui se passe dans les maisons de quartier, sur les produits bio. Est-ce qu'on pourrait imaginer un magasin municipal régulier qui quelque part prenne la place des défauts de la grande distribution? Je crois qu'il y a une expérience d'halle alimentaire à Paris. Est-ce que les municipalités ne doivent pas aussi essayer de reconquérir l'espace public en outrepassant leur mission quelque part? De toute façon, nous sommes en permanence confrontés à des habitants qui nous demandent, et à juste titre, de nous mêler de sujets qui ne relèvent pas de nos compétences. Et Philippe pourra en parler au moins aussi bien que moi. Sur la question des migrants, par exemple, on voit bien que nous sommes de plus en plus dans nos grandes métropoles confrontés à des vagues migratoires, confrontés à la crise de l'accueil et confrontés à la nécessité de trouver des solutions pour ces centaines d'hommes et de femmes qui, chaque mois, arrivent sur nos territoires et n'ont pas de solution d'hébergement. Un maire qui dirait « ça ne relève pas de ma compétence, donc je ne fais rien », serait quand même étrange. Enfin, en tout cas, un maire progressiste tel que nous prétendons l'être ne peut évidemment pas apporter une réponse comme celle-là. Sauf que nous sommes aujourd'hui confrontés à un État qui non seulement ne nous aide pas à trouver des solutions, mais qui, à bien des égards, nous met des bâtons dans les roues. Je vais vous donner un exemple concret sur cette question des migrants précisément. À Paris, porte de la Chapelle, confrontés à l'arrivée de centaines de migrants, nous avions décidé d'installer un centre d'accueil inconditionnel, ce qu'on avait appelé une bulle porte de la Chapelle, qui visait à trouver une solution d'hébergement concrète. Non seulement le gouvernement actuel n'a pas souhaité nous aider à continuer cette initiative, mais il a tout fait pour qu'elle prenne fin. Et c'est la raison pour laquelle, depuis quelques mois maintenant, on a une multiplication des campements avec, au bout du bout, des situations qui sont absolument indignes sur le plan humain. Et donc nous sommes aujourd'hui dans cette situation-là. Et donc il faut continuer à se battre, continuer à instaurer un rapport de force vis-à-vis de l'État, un rapport de force qui ne doit pas être seulement un rapport de force entre les collectivités locales et l'État, mais un rapport de force avec les populations qui vivent sur nos territoires et l'État.
de telle sorte qu'on fasse bouger les lignes et qu'on contraigne l'État à trouver des solutions concrètes qui permettent de remettre un peu de dignité dans ces situations qui sont devenues absolument monstrueuses. Je voulais donner un autre exemple qui, à mon avis, témoigne du fait qu'on a besoin de davantage de coopération entre nos villes. Je parlais tout à l'heure d'ubérisation, et notamment du combat que nous menons à Paris face à Airbnb pour mieux réguler le développement de cette plateforme. On a obtenu, au final, que l'État bouge sur cette question. On a obtenu des lois qui nous permettent de réguler ce phénomène. Simplement, que fait la plateforme ? Que fait Airbnb ? Il se tourne aujourd'hui vers la Commission européenne. Il nous traîne devant la Cour européenne de justice pour obtenir que toutes les réglementations que nous avons mises en place, à l'échelle nationale comme à l'échelle locale, soient annulées au prétexte qu'elles ne correspondent pas au droit européen. C'est quand même un sujet énorme. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait, tout ce pourquoi on s'est battu à la demande des habitants, risque d'être remis en cause par une décision de la Cour européenne de justice sur la base des directives de la Commission européenne qui est complètement acquise au libéralisme le plus échevelé. C'est un vrai sujet. Donc, si on n'a pas une coopération entre les grandes villes confrontées à ce phénomène, si Paris ne bosse pas avec Berlin, avec Barcelone, avec Madrid, avec Londres, avec Amsterdam, au final, on se retrouvera tout seul face à la Commission européenne. Donc on a plus que jamais besoin aussi de coopération entre les villes, de villes qui soient solidaires les unes avec les autres et qui portent ensemble la nécessité de lutter contre ces logiques libérales. Magali Fricot, Yann Brossat parle à l'instant de rapport de force à instaurer avec les populations et de besoin de coopération. Je crois que votre expérience à Barcelone, de ce point de vue-là, est assez intéressante sur comment est-ce que la municipalité peut être un espace de politisation, un espace de mobilisation citoyenne. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que vous avez vécu à Barcelone ? Oui, effectivement, j'étais à Barcelone impliquée dans la coalition citoyenne Barcelona en Comú, où j'ai vécu 3 ans jusqu'en mars de l'année dernière. Cet échelon de la commune, effectivement, ça a été celui de la reconquête du pouvoir, mais aussi d'un changement de manière de gouverner. C'est-à-dire que ce sont des coalitions citoyennes qui ont repris la ville à travers ce qu'on appelait des assemblées de confluence. Et ça reprend un peu une utopie, mais en fait une stratégie aussi politique qui a été théorisée par Murray Bookchin, qui est un philosophe américain d'inspiration libertaire, qui disait qu'il fallait reconstruire la démocratie à partir de l'immédiat et des lieux de vie, et que c'était donc par la ville et par la confluence des différents intérêts, des différents mouvements, que ce soit les mouvements féministes, écologistes, les luttes antiracistes, et tous ces mouvements-là, qu'on pouvait confluer dans des assemblées citoyennes. Et ça a été le cas à Barcelone, où en 2014, en un peu plus de 6 mois, une assemblée citoyenne qui s'est d'abord appelée Guanyem Barcelona, mais qui s'est ensuite appelée Barcelona en Comú, a repris le pouvoir sur un mode de fonctionnement très particulier. D'abord, sur le mode de fonctionnement, une personne, une voix. On ne pactise pas entre organisations, partis, on adopte vraiment le principe de l'adhésion et dans le respect des diversités. Ensuite, ces confluences citoyennes, elles se sont organisées sous la forme de cercles, avec des commissions de quartier, des commissions thématiques. Elles ont partagé leurs propositions, elles ont utilisé des logiciels libres pour les partager en ligne, mais elles sont aussi allées faire des assemblées dans les quartiers, dans l'espace public, collecter la parole des habitants. Et ça a été un mode de gestion assez intéressant aussi parce qu'il est basé sur une autre façon de gouverner.
ce qu'Ada Colau appelle, en reprenant le principe zapatiste, du mandar obedeciendo, gouverner en obéissant, c'est-à-dire en obéissant au peuple, évidemment. Et donc la question, c'était de reprendre la municipalité en gardant toujours un pied dans la rue et en gardant un espace, parce qu'elle était le mode de scrutin des municipales espagnoles fait que les alliances municipales sont assez fragiles et elles gouvernaient ce qu'on appelle en minorité, donc il n'y avait pas de majorité absolue au sein du conseil municipal. Et donc elle avait besoin de la pression des mouvements sociaux aussi pour qu'à l'intérieur de l'institution, elle puisse faire voter le budget, se battre pour des politiques publiques radicales. Et donc c'est ce qu'elle a appelé cette forme de gouvernance-là. Elle était aussi basée sur un code éthique, et ça c'est très important. C'est ce qu'on appelle la politique du soin, ou ce qu'elles ont appelé la féminisation de la politique, ce qui est assez intéressant. C'est-à-dire que il ne suffit pas de mettre des femmes dans les assemblées et d'atteindre un petit peu la parité, mais de changer un peu de façon de faire de la politique, de sortir de la compétitivité patriarcale et de toutes ces attitudes finalement très patriarcales, de compétitivité, de lutte perpétuelle qui ont beaucoup structuré la vie politique. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un code éthique, de limiter le mandat, le non-cumul, de limiter le salaire des élus, de donner de la transparence. À Madrid, les élus ont même publié leurs agendas pour qu'il y ait bien un suivi citoyen possible, pour savoir qui rencontrer, s'ils n'étaient pas soumis au lobby. Il fallait s'enregistrer, même quand on était une association, pour justement vérifier que les élus n'étaient pas soumis à la pression de certains lobbies. Et donc cette nouvelle façon de faire de la politique, cette façon de faire de la politique en écoutant, en changeant d'attitude, en travaillant avec la rue, ça a été constitutif d'une vraie radicalité démocratique. Et ça c'est très intéressant parce qu'il ne suffit pas d'être progressiste, il faut aussi avoir une attitude, à mon avis politique, qui permette de changer aussi les structures du pouvoir. Donc l'expérience de Barcelone est assez révélatrice de ce point de vue-là. Et l'expérience de beaucoup de municipalités. On peut parler de Valparaíso au Chili, on peut parler avec un degré différent de ce qui se passe au Rojava, au Kurdistan syrien. Bon, il y a plein de façons, mais de gouverner différemment. Et ça, je crois que ça a été vraiment une innovation dans la façon de faire de la politique. Merci Magali. Nous aussi, on va donner la parole au peuple. S'il y a une ou deux petites questions, temps éliminé, on va prendre une ou deux questions. Alors, le camarade avec le micro, je crois, est parti. J'en ai une devant, là. Oui, j'ai cru comprendre qu'on était en campagne électorale. Donc il y a des positions politiques qui sont différentes, semble-t-il, enfin il vaudrait mieux. Et à Paris, la municipalité en alliance Parti socialiste et communiste ne peut pas avoir la même position, du moins j'espère. Parce que c'est bien d'arriver à 22% de HLM à Paris, c'est mieux que sous le temps gaulliste où les HLM étaient à l'extérieur pour que les classes populaires aillent se voir ailleurs. Mais tous les HLM ne se valent pas. Il y a déjà des HLM à Paris à des niveaux qui sont plutôt classe moyenne que classe populaire. Donc ça serait bien d'avoir les chiffres et de savoir si au PC on pense faire évoluer les choses. Et aussi toute la privatisation qui est en cours à Paris avec des projets pharaoniques qui ont coûté comme au Hall 1 milliard pour finalement tomber dans les poches du Nibail et de refaire un centre commercial pas mieux ou pire, moins d'espace public qu'avec Chirac. Énormément inventer Paris, c'est inventer une nouvelle privatisation. Il y a très peu de HLM dans toutes les opérations, même si quelques-uns sont réservés. Donc il faudrait avoir une position différente. Cette semaine, on a su que toutes les familles étaient à la rue, qu'il n'y avait plus de centre d'hébergement. Je crois que c'est le Parisien cette semaine. Tous les jours, 400 familles qui n'ont pas de place dans les hébergements.
Donc Merci, il y a bien. on va peut-être pas faire toute la Non. politique de Paris. Il y a de Non, quoi mais ça va au répondre. moins qu'on puisse prendre d'autres questions. sache s'il y a des différences entre la position du Parti communiste et du Parti socialiste à Paris. Merci, on a bien compris la question. Merci. Une deuxième question peut-être, là-bas. Me vient une interrogation par rapport à... j'entends dire que les maires ou les conseillers n'ont pas de pouvoir par rapport aux entreprises privées, par rapport sur beaucoup de points, c'est-à-dire le logement, l'alimentation, on pourrait parler de la santé, et ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y aurait pas... Mme Fricodet nous a donné des exemples espagnols. Moi, j'aimerais donner un exemple de Marinadela en Espagne, où le maire se démonte pas, il y va et il est appuyé par la population. Alors, est-ce qu'il ne serait pas possible... Alors, mon interrogation est peut-être un peu radicale, on peut la trouver un peu radicale, mais dire que les conseillers, qu'ils soient de tous bords et de toute ville, même au niveau européen, pourraient se faire des confiances et dire, eh ben, on fait une fronde ou une désobéissance civique en disant, eh ben, le logement, c'est un bien commun, l'eau, c'est un bien commun, l'alimentation, c'est un bien commun. Eh ben, on fait des expropriations, eh ben, on passe outre. On voit des maires qui aujourd'hui disent, ben, on interdit les pesticides à 50 mètres. Eh ben, pourquoi on ne pourrait pas faire pareil? Merci. Une dernière question, là. Pas très féminin, mais on fait... Oui, bonjour, merci pour votre intervention. Donc moi j'avais 3 petites remarques ou questions. La première, ça reprend ce que la première personne a dit, c'est de faire un peu la distinction entre les différents logements sociaux et concernant les très bas revenus, les bas revenus et puis les autres, parce qu'on peut parler de développement, d'évolution. Voilà. La deuxième, c'était sur le cas de Barcelone. Est-ce que vous avez repris... il y a des systèmes de zones qui ont été mis en place, de contrôle de logement. Quels moyens ont été mis vraiment à Paris pour reprendre ces idées-là? Puis la troisième, c'était plus sur l'accueil des migrants. Est-ce que ça n'a pas été à certains moments aussi récupéré pour faire un peu un contrôle aussi de certaines personnes et en prenant leur identité alors que c'était censé être inconditionnel? Voilà. Merci. Bon, on va peut-être laisser Yann Brossard répondre, mais beaucoup de questions sur Paris, puis on élargira aussi un petit peu sur... Yann ? Je veux bien dire un mot sur Paris et un mot sur Barcelone, et de ce que j'ai retenu de mes échanges avec la mairie de Barcelone. D'abord sur Paris, bien sûr, Paris est une ville dirigée par des socialistes majoritairement, dans lesquels les communistes cherchent à imprimer une marque, donc cela ne va pas sans un certain nombre de contradictions. Et si cela, si le rapport de force avait été différent, pour le dire clairement, je pense qu'il y aurait eu davantage de logements sociaux sur les projets de réinventer Paris, par exemple. Il reste quand même qu'au final, la ville de Paris a davantage acheté qu'elle n'a vendu. Et que le patrimoine de la ville de Paris, au bout de 20 ans de majorité de gauche, est beaucoup plus important aujourd'hui qu'il ne l'était il y a une vingtaine d'années. Et d'ailleurs, quand même, l'un des grands reproches que nous fait actuellement La République En Marche, c'est notre politique de préemption de logement. C'est notre politique qui consiste à acheter chaque année des centaines de logements que nous reprenons au parc privé pour les transformer en logements sociaux. D'ailleurs, je lisais ce matin la 15e interview d'une agent immobilier dans un journal du matin qui disait que c'est parce que la ville de Paris a développé le logement social que les prix de l'immobilier ont augmenté dans le secteur privé. Elle est bonne celle-là, c'est-à-dire qu'il y a 15 ans, on nous disait en développant le logement social à Paris, vous allez clochardiser la ville, et maintenant on nous dit comme vous avez développé le logement social à Paris, vous avez fait augmenter les prix dans le parc privé. Ces gens réussissent toujours à inventer n'importe quoi pour expliquer que le logement social est une nuisance. La réalité, c'est qu'heureusement qu'on l'a fait. Parce qu'à chaque fois que nous rachetons un immeuble qui appartient au privé pour le transformer en logement social,
nous évitons à des gens de subir une vente à la découpe qui les obligerait à quitter Paris. Donc c'est une politique qui, je crois, est une bonne politique qui mérite d'être très largement amplifiée. Très largement amplifiée. Et d'ailleurs, dans les années qui viennent, comme on aura de moins en moins de terrain pour construire, l'un des enjeux, ce sera justement de racheter de plus en plus d'immeubles pour éviter qu'ils ne passent au secteur privé. Un dernier mot sur Barcelone, parce que moi, ça m'a beaucoup marqué, et en essayant d'être rapide. Quand je discute avec l'équipe municipale de Barcelone, je me dis deux choses. D'abord, eux, ils sont à 3% de logements sociaux. 3% de logements sociaux à Barcelone. Parce que, contrairement à nous, les Français, ils ne disposent pas des mêmes outils pour développer le logement social. Donc, de ce point de vue, on a de la chance d'être Français. Et en même temps, quand je discute avec eux, je suis envieux sur un autre point. C'est qu'à Barcelone, on a, sur les questions du logement et d'urbanisme notamment, une présence des populations qui est beaucoup plus importante que chez nous. Et un mouvement social sur les enjeux du logement qui est beaucoup plus puissant que nous. Je suis désolé de le dire comme ça, mais dans une ville comme Paris, les mouvements sociaux sur le logement, ce sont des mouvements sociaux contre le logement social. Ce sont des mouvements sociaux qui se lèvent pour éviter qu'on construise du logement social. Des populations qui signent des pétitions, qui y compris font parfois des occupations pour éviter qu'on fasse du logement social près de chez eux. Donc à cet égard, Barcelone est une ville que nous pouvons envier, mais je pense que c'est quand même une question qu'il faut qu'on se pose. Comment on fait en sorte que ceux qui ont besoin de logement, ceux qui ont besoin qu'on régule le marché privé du logement, se mobilisent et fassent entendre leur voix et qu'on n'entende pas uniquement ceux qui ne veulent pas de logement social à proximité de leur logement actuel. D'autres réactions sur les interpellations qu'il y a eu, Philippe ou Magali, sur les... Un petit mot sur la radicalité des élus locaux et sur la possibilité de contrevenir à la loi finalement à condition de mettre en mouvement les habitants et de créer un rapport de force. Il faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, il y a une bataille très très dure qui est menée par l'État contre les collectivités locales et qui vise à réduire et à criminaliser, même je vais le dire comme ça, sans excès, toutes les tentatives qu'on fait de contrevenir à la loi pour porter des combats. Je vais donner deux exemples. Récemment, dans ma ville, à Ivry, on a voulu organiser une votation citoyenne, quelque chose de tout à fait modeste. On n'ouvrait même pas tous les bureaux de vote. Voilà, quelque chose d'un peu modeste pour consulter les habitants et nourrir le débat sur la reconstruction d'une usine d'incinération, enfin, etc. Et j'ai dû aller défendre ce projet devant le tribunal administratif parce que le préfet du Val-de-Marne m'avait interdit, et c'était vraiment un truc, vous voyez, on n'allait pas mettre le feu, hein, c'était une petite votation, un truc tout gentil, mais j'ai eu interdiction et ce que je risquais si j'allais au bout de mon truc, c'était l'inéligibilité pour les prochaines municipales. Il y avait ce risque-là. Alors, c'eût été totalement excessif et abracadabrant, mais il y avait quand même ce risque au final. Donc du coup, on a trouvé le bien, on a demandé à une association locale de l'organiser à ma place, on les a aidés et ça a pu se faire. Et il faut avoir en tête aussi, par exemple, qu'aujourd'hui, les collectivités locales sont soumises à un contrôle de légalité, que le trésor public peut tout à fait nous fermer les robinets financiers si on mettait en œuvre des choses qui sortent de la légalité, hein, on est condamnable à titre personnel, y compris sur ces questions. Et dernier truc, c'est l'idée de la contractualisation qui a été mise en place pour toutes les communes qui ont un budget réel supérieur à 30 millions d'euros, ce qui est notre cas. Si on dépasse le cadre d'évolution de nos dépenses d'une année sur l'autre de plus de 1,2%, la somme qui dépasse, on nous la repique en pénalité sur le produit fiscal de l'année suivante. Donc, depuis le début du mandat présidentiel, se sont mis en place des mécanismes antidémocratiques qui visent non seulement à museler le mouvement social, ça on l'a tous vu, mais aussi à bloquer toute velléité de résistance et de sortir du cadre de la part des collectivités locales. Donc on y arrivera que par l'inversion du rapport de force et la mise en mouvement aussi des habitants avec les institutions, si on veut réussir à bousculer le décor et à pousser les murs, quoi.
Peut-être on va arriver au terme de notre débat. Peut-être Magali, un dernier mot sur... Non, peut-être, je voulais juste quand même... je vois bien à quoi Yann faisait allusion sur les mouvements sociaux anti-HLM, mais il faut quand même saluer le travail de mouvements sociaux qui défendent le droit au logement quand même, notamment le DAL. Enfin voilà. C'est pas que des réacs. Il y a des gens qui quand même se mobilisent. Et c'est d'ailleurs souvent intéressant. Moi, en ce moment, j'habite Saint-Denis et je suis membre d'un collectif parce qu'il y a des familles syriennes expulsées. Bon, c'est aussi un lieu en même temps de première solidarité, de mobilisation, d'habitants qui cherchent comme ça pour la première fois à se solidariser, et d'organisations plus anciennes et d'un mouvement culturel. Donc le logement, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas dans le cas espagnol où là il y a eu vraiment un processus d'éviction massif. Mais voilà, je pense que c'est vraiment un des enjeux aujourd'hui de reconquête du droit à la ville. Et puis, par rapport à Marina Leda, qui est effectivement un village andalou qui est géré depuis 30 ans par le syndicat ouvrier paysan, d'une tendance plutôt anarcho-syndicaliste. Bon, effectivement, il y a là un appui de la municipalité pour ce qu'on appelle la production sociale de l'habitat, c'est-à-dire construire soi-même des logements avec l'appui des pouvoirs publics et ensuite avoir une propriété limitée dans le temps. Et en même temps, il y a une question d'échelle ici. Ce qu'on disait tout à l'heure sur l'urbanisation, la spéculation, c'est que le premier des biens communs qu'il faut sauver du marché, c'est le foncier. Parce que moi, je veux bien, mais toutes ces opérations immobilières, quand bien même on essaye de faire du logement social, on est en train de solder tout le foncier disponible. Et ça, moi, je suis assez inquiète par rapport à ça, au fait qu'on avait des mécanismes qui ne sont pas des banques de terre, mais qui sont des établissements publics fonciers, et qu'aujourd'hui, que va-t-il rester comme ressources aux communes et comme capacité de décision quand on n'aura plus de foncier? Et les communes de la petite périphérie sont en train de céder tout leur foncier. Voilà, donc c'est quand même assez inquiétant aussi de se dire qu'est-ce qu'on fera après. Donc il faut qu'on arrive à penser à cette question-là. Merci beaucoup Magali Fricolet, vous êtes co-présidente de l'ETEC. Merci à Philippe Bouissou, le maire d'Ivry. Et merci à Yann Brossat, maire adjoint à la mairie de Paris, pour ce débat. Les débats de l'Agora continuent. Merci à vous tous d'avoir été là et vous pouvez rester puisque nous allons nous intéresser maintenant au sujet de l'école dans le prochain débat, les débats de l'Agora qui continuent tout le week-end.